Nous entamons une série de conférences dédiées à l'histoire de l'homme. Aujourd'hui, je vous présente Jean-Jacques Hublin qui va nous parler de notre arrivée sur Terre, des premiers pas d'Homo sapiens dans le monde. Alors, Jean-Jacques n'est pas n'importe qui. Jean-Jacques a découvert les plus anciens restes d'Homo sapiens sur Terre qui ont 300 000 ans et que vous avez découverts au Maroc. J'aimerais dire aussi que Jean-Jacques Hublin est lui aussi une grande pointure, puisqu'il enseigne au Collège de France, qu'il est directeur de l'évolution humaine à l'Institut Max Planck. Plutôt que de parler de la naissance ou de l'apparition de l'homme, il vaut mieux parler de son évolution. Parce que notre espèce a été précédée par d'autres espèces et notre espèce s'enracine dans des formes humaines plus anciennes qu'on peut appeler aussi des hommes. En ce qui concerne l'Homo sapiens, c'est-à-dire l'espèce humaine qui vit aujourd'hui sur Terre, on connaît ses représentants les plus anciens en Afrique. On a longtemps cru qu'elle était apparue dans une région assez limitée de l'Afrique subsaharienne. On a aujourd'hui les formes les plus anciennes au Maroc. Ce n'est pas au Maroc que notre espèce est apparue, mais ce que cette découverte suggère, c'est qu'en fait, il y a 300 000 ans, l'âge de ces fossiles, il y avait déjà des représentants de notre espèce un peu partout en Afrique, et c'est dans ce continent qu'on enracine l'homme actuel. Les arguments ne sont pas uniquement des arguments paléontologiques, ce sont aussi des arguments génétiques. Pourquoi? Eh bien parce que les Africains actuels sont le groupe humain qui présente la plus grande diversité, la plus grande variabilité génétique, et tous les hommes qui vivent en dehors d'Afrique, dans le fond, s'enracinent dans cette variabilité. C'est-à-dire que c'est une branche qui est sortie d'un arbre africain et qui a poussé au-dessus du mur du jardin. Donc on a une origine africaine, un développement de notre espèce en Afrique, et à un certain moment de son histoire, une sortie de notre espèce hors d'Afrique. Alors peut-être pas en une fois, peut-être en plusieurs fois, mais une colonisation des autres régions du monde, d'abord l'Eurasie, l'Australie, puis les Amériques et les îles les plus lointaines. Notre espèce est une espèce très particulière dans son anatomie et aussi évidemment dans son comportement et dans la sophistication des techniques qu'elle a développées. Et les formes les plus anciennes d'Homo sapiens que l'on connaît sont quand même assez différentes des hommes actuels. C'est pour ça que, contrairement à ce que font certains de mes collègues, je résiste à l'envie de l'appeler un homme moderne quand il a 200 ou 300 000 ans. Parce qu'en fait, à cette époque-là, eh bien, il avait une apparence et un comportement assez différent de celui des hommes d'aujourd'hui. En fait, si on remonte il y a 300 000 ans, les représentants d'Homo sapiens que l'on connaît à cette époque-là, eh bien, ne se différencient pas beaucoup d'autres formes humaines qui vivent à la même époque sur d'autres continents. Par exemple, l'homme de Néandertal en Europe. Alors, il y a certains caractères de ces premiers Homo sapiens qui les relient à nous, par exemple des caractères faciaux, des caractères dentaires. En gros, cet homme marocain de Djebel Irhoud, qui a 300 000 ans, eh bien, il a une face de quelqu'un qu'on pourrait rencontrer aujourd'hui dans la rue, quand même une face assez robuste. Mais dans d'autres aspects de son anatomie, il est très différent, et notamment ce qui concerne son cerveau, qui a une taille comparable à notre cerveau, mais une structure et probablement aussi une connectivité un peu différente. Et puis aussi, dans son comportement, eh bien, il fabrique des outils de pierre assez primitifs dans le fond, et qui ressemblent à des outils de pierre fabriqués par l'homme de Néandertal ou d'autres hommes archaïques qui vivent à la même époque. Il faut bien comprendre que l'évolution de notre espèce en Afrique se développe dans un cadre climatique, environnemental, qui est extrêmement changeant. L'Afrique d'il y a 50 000 ans, ou 100 000 ans, ou 200 000 ans, est une Afrique très différente de l'Afrique d'aujourd'hui, en particulier parce qu'on connaît des épisodes
d'aridité plus forte que ceux que l'on connaît aujourd'hui, mais on connaît aussi des épisodes pendant lesquels le Sahara disparaît parce qu'il se couvre de végétation. Ce sont des périodes qu'on appelle des périodes de Sahara vert. Pendant ces périodes-là, les peuplements de chasseurs-cueilleurs sont étendus dans cette vaste région qui aujourd'hui est inhabitée. Et ce verdissement des zones désertiques se produit non seulement au Sahara, mais aussi dans la ceinture de désert qui se trouve plus à l'est, et en particulier dans la péninsule arabique. Et donc on a non pas réellement une émigration, mais plutôt une dispersion de ces hommes dans des paysages qui leur conviennent, parce qu'ils trouvent le gibier qu'ils chassent, et des endroits pour vivre qui leur conviennent. Dans le fond, les hommes qui vivaient il y a 300 000 ans, personne ne leur avait dit où s'arrêtait l'Afrique. Et donc on a, depuis cette époque, probablement, des épisodes successifs de sorties d'Afrique qui au début sont assez limités au Proche-Orient, dans la péninsule arabique. Peut-être il y a 300 000 ans, il y a déjà un contact entre les hommes de Néandertal qui vivent dans l'ouest de l'Eurasie et ces hommes africains qui sont nos ancêtres. Et cela, on le sait parce qu'on a une petite trace génétique de ce contact. Et puis ensuite, il va y avoir d'autres épisodes comme celui-là. Et c'est finalement, disons, à partir de 60-70 000 ans qu'on commence à avoir une sortie d'Afrique qui s'étend beaucoup plus loin, puisqu'il y a 60 000 ans, on commence à trouver des hommes en Australie. Et ça veut dire donc que notre espèce, Homo sapiens, avait déjà peuplé tout le sud de l'Asie. Un peu plus tard, elle va progresser vers les latitudes les plus élevées. Cette progression se fait avec un remplacement et une absorption des populations locales, comme les hommes de Néandertal. Et il y a 30 000 ans, notre espèce a atteint les rives de l'océan Arctique. C'est la première espèce humaine qui arrive aussi haut en latitude. Et plus tard, ce sera la conquête des Amériques. Aujourd'hui, il y a une seule espèce humaine qui vit sur Terre, et cette espèce, en fait, est assez homogène. Il y a des petites différences d'aspect des hommes d'une région à l'autre du globe, mais malgré tout, sur le plan génétique notamment, toutes les populations humaines actuelles sont en fait très très proches. Cela s'explique par le fait qu'elles ont toutes une origine commune assez récente. Mais cette situation d'une espèce humaine qui peuple toute la planète, qui nous paraît la situation normale, en fait est une situation complètement exceptionnelle à l'échelle des temps géologiques. Si on remonte dans le temps au-delà de 50 000 ans, on va trouver plusieurs formes humaines très différentes qui vivent sur Terre. Alors, en Afrique même, on sait que, alors que nos ancêtres Homo sapiens peuplent déjà tout ce continent, il reste encore une poche dans le sud de l'Afrique où vit un être de petite taille, avec un petit cerveau, qu'on appelle Homo naledi, qui est très étrange et dont on a trouvé les restes dans un seul ensemble de grottes. En dehors d'Afrique, alors là, on a en Europe les hommes de Néandertal qui évoluent depuis plusieurs centaines de milliers d'années. En Asie, un groupe probablement proche des hommes de Néandertal qu'on appelle les Denisoviens. Et puis, dans les îles indonésiennes, les descendants de formes encore plus anciennes et encore plus archaïques, l'Homo floresiensis. Donc on a une variété de groupes humains. Et quand ces hommes, qui sont nos ancêtres, ces Homo sapiens anciens, vont commencer à se disperser en dehors d'Afrique, ils vont être en contact avec ces différents groupes. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils vont les remplacer partout. C'est-à-dire que partout, au final, ce sera des hommes qu'on appelle modernes qui survivront alors que les autres formes auront disparu. Alors disparu, pas complètement, puisque en fait, à chaque fois, il y a eu un petit peu de métissage, d'hybridation, et chacun d'entre nous, en Europe notamment,
portent un petit peu de cet ADN de forme archaïque. Vous et moi, nous avons en moyenne à peu près 2% d'ADN néandertalien dans notre génome. Ces 2% d'ADN sont très intéressants parce qu'ils nous racontent une histoire dans le fond. Ils nous parlent de ces contacts qui se sont produits il y a des dizaines de milliers d'années, d'ailleurs probablement à plusieurs reprises. Maintenant, évidemment, ce qu'on aimerait savoir, c'est, dans le fond, ces 2% d'ADN néandertalien, est-ce qu'ils comptent pour quelque chose? C'est-à-dire, est-ce qu'ils codent des caractères qui font que les Eurasiens actuels, par exemple, auraient des caractères hérités des Néandertaliens qui seraient des caractères visibles, des caractères importants. Alors en réalité, probablement une grande partie de cet ADN, c'est de l'ADN qui ne code pas grand-chose. Pourquoi? Eh bien parce que la sélection naturelle, depuis que ces phénomènes d'hybridation se sont produits, la sélection naturelle a graduellement purgé notre génome de cette contribution d'ADN archaïque. Et dans le fond, ce que nous avons gardé, c'est soit de l'ADN qui ne sert pas à grand-chose, soit de l'ADN qui est important dans l'adaptation des populations dans des régions bien particulières. Notamment, il y a une partie de notre immunité, un système qu'on appelle le système HLA, qui est hérité de ces formes anciennes. Et puis aussi des caractères qui ont à faire avec l'environnement, avec le climat, la quantité d'ultraviolets, donc des histoires de couleurs, de peau, de cheveux, de texture, des surfaces, si je peux dire. On a un exemple très intéressant, c'est un caractère qui permet aux Tibétains de s'adapter en haute altitude dans des environnements où il y a très peu d'oxygène. On pense que un gène qui leur permet cette adaptation est hérité, alors non pas des Néandertaliens, mais des Denisoviens, qui sont ce groupe frère des Néandertaliens qui vivaient en Asie. Donc, une petite contribution qui nous raconte une histoire qui s'est passée autrefois, mais peut-être pas quand même quelque chose qui est très visible ou très important dans notre génome. Ces Homo sapiens anciens, dans le fond, comme je l'ai dit, ne se différencient pas beaucoup de formes humaines différentes comme les hommes de Néandertal. Ils possèdent le feu, eux aussi, fabriquent des outillages dans le fond qui sont assez similaires, et puis probablement dans leur mode de vie sont aussi capables à peu près du même genre de comportement, en particulier de techniques de chasse et de fabrication d'armes. Alors cela étant dit, probablement que l'Afrique est quand même une région qui a une démographie beaucoup plus puissante, si je peux dire, que les régions marginales qui sont exposées à des climats plus durs, avec des glaciations périodiques qui font chuter la population en Europe et en Asie centrale notamment. Et puis en Afrique, on va voir quand même se développer des comportements, des techniques que l'on considère comme plus ou moins l'apanage des hommes modernes. Alors d'abord sur le plan des outillages, on voit graduellement se développer une propension à fabriquer, à utiliser des armes de jet à distance, pour tuer à distance avec des pointes qui sont des pointes en pierre ou des pointes en os. Et ces armes vont avoir tendance à s'alléger de plus en plus. Donc on a, disons, toute une technologie de projectiles qui se développe. Alors, les Néandertaliens aussi ont des lances, des épieux, des choses comme ça, mais là, il y a là quelque chose d'un peu particulier en Afrique. Et puis, alors surtout, à partir d'il y a environ 100 000 ans, on voit apparaître de façon assez, j'allais dire, répandue, des objets qui sont des objets non utilitaires. Et notamment en Afrique, on a aussi bien au Maghreb qu'en Afrique de l'Est, qu'en Afrique du Sud, des coquillages percés qui appartiennent tous
au même genre de gastéropodes, une espèce de petit escargot marin qu'on appelle Nassarius. Et ces coquilles